vous n'êtes peut-être pas administrateur Jira, mais voilà, vous voyez quand même les facilités d'utilisation, j'espère. Mais il y a un revers à ce médaille-là, puisqu'il est très facile d'utilisation, il est tout aussi facile de faire les erreurs. Surtout que puisqu'il est facile d'utilisation, on ne prend pas souvent le temps de se poser des bonnes questions. Pourquoi on utilise telle ou telle notion? Pourquoi on utilise tel ou tel objet Jira pour faire ce qu'on souhaite? Et ce qui nous a interpellés surtout, c'est certaines questions de nos clients, comme par exemple, est-ce qu'on peut changer la durée du sprint parce que on sort une version par sprint et puisque là, cette fois-ci, on n'a pas eu le temps de terminer notre version, est-ce qu'on peut rallonger le sprint d'une semaine? Alors, il y a les possibilités, on va en parler, mais ces questions-là montrent que peut-être les notions de base soit ne sont pas acquises, soit ont été oubliées. En tout cas, ça fait toujours du bien de reprendre un petit peu la hauteur, de se poser les questions, mais pourquoi on utilise ça comme ça? Et c'est ce qu'on vous propose aujourd'hui. Donc au niveau des objectifs attendus, ils sont au niveau de 3. Le premier, évidemment, c'est de bien comprendre le sens des notions agiles suivantes. Story, Epic, Sprint et version. Donc il y aura une présentation de ma part qui sera faite d'un point de vue, on va dire, plutôt académique, ce que officiellement le terme signifie, avec sa traduction correspondante. Le deuxième objectif, ça sera d'éviter les écueils de pratiques ou les pratiques erronées qu'on a pu constater sur le terrain. Donc Olga sera là pour faire des démonstrations et des mises en pratique. Et chaque point, chaque notion agile sera reprise avec voilà, une proposition de bonnes pratiques à appliquer pour corriger, éviter les écueils et corriger les pratiques erronées que vous pratiquez aujourd'hui ou qu'on aurait pu constater. Au niveau de la planification agile, c'est important de resituer dans le contexte un petit peu, de prendre du recul et une vue d'ensemble sur la granularité et voilà, les tailles. Donc, quand on parle d'Epic et Story, mais aussi donc de sprint et de release, on part toujours d'une vision produit. Donc ça, c'est très important d'avoir une vision produit pour aligner les gens sur un objectif commun. Suite à cette vision produit, on va définir une stratégie produit qui va se matérialiser par ce qu'on appelle un story map, qui est un peu le parcours utilisateur qui décline justement les thèmes en Epic et ensuite en user story. Et ces thèmes Epic et user story qu'on aura pu agencer selon un parcours utilisateur, on va les classer pour correspondre à la roadmap, donc les fameux sprints et versions, d'où le niveau de roadmap produit. Dont l'idée même est de planifier des fonctionnalités au niveau macro de manière cohérente. On n'est pas encore dans le détail. Et on arrive à l'étape suivante qui est le backlog produit, ce sur quoi nous on va se concentrer aujourd'hui. Pour tout ce qui est roadmap, je crois, si tu me dis Olga, si je me trompe pas, mais on a Advanced Roadmap qui est une suite donc justement de Jira Software qui permet de travailler l'étape au-dessus. Mais nous on va se focaliser vraiment sur la partie backlog produit, où on va décomposer les fonctionnalités en petits éléments, bien évidemment réalisables dans un laps de temps réduit, et ce laps de temps dont on parle, c'est la fameuse itération. Et suite à ça, il y aura bien évidemment l'exécution et la livraison de l'incrément en respectant la definition of done. Exactement. Au niveau de Jira, on va rester dans les fonctionnalités, on va dire, pure Jira Software sans la surcouche Advanced Roadmap. On va se concentrer vraiment sur le backlog, sur les bases, sur les stories, les épiques, les sprints et les versions. Au niveau du sommaire, donc comment ça va se répartir? On aura deux parties. La première, c'est tout ce qu'on va appeler le contenu, vraiment ce qui est à l'intérieur de donc tout ce qui concerne la description, un story, une épique, même si un épique peut être un ensemble de stories. Je veux dire, il y a une description qui est faite dans la story et dans l'épique, là où les sprints et versions, eux, seront plutôt du niveau du contenant et de la planification, comme on en a vu sur la slide précédente, avec le sprint à court terme et la version à long terme. Pour ce faire, on va démarrer le contenu de la description avec le premier sujet qui est la story. Donc d'un point de vue purement académique, comme je disais, story ou user story comme on l'appelle, donc c'est un récit utilisateur et c'est une description simple d'un besoin ou d'une attente exprimée par un utilisateur.
Donc ça, c'est important à comprendre. C'est un peu comme un use case, donc un cas d'usage pour un utilisateur. L'idée, encore une fois, c'est de pouvoir initier la conversation. On imagine toujours que la user story doit être complète et déterminée dès le départ, mais ce n'est pas le cas. Donc, elle est utilisée dans le domaine du développement de logiciels, de la conception de nouveaux produits pour déterminer les fonctionnalités à développer. Mais elle se fait de manière itérative et incrémentale. Et je passe la parole à Olga pour nous en parler plus sur les écueils. Merci Thomas. Donc, tu as dit le mot d'ordre, je ne sais pas si les participants l'ont entendu, c'est le mot simple. En fait, enfin, effectivement, de partir du plus simple, c'est souvent le mieux. Et donc, les écueils qui concernent les stories tournent souvent autour de la complexification extrême hein, des choses, alors que ce n'est pas nécessaire et même ça peut être nocif. Donc, le premier écueil concerne la situation, on va dire, de la story dans le contexte du projet. Donc là, la citation que je fais dans client, c'est on ne sait jamais quel type de demande choisir pour décrire notre besoin. Il y en a beaucoup trop. Effectivement, si on se rend dans Jira, lorsque les utilisateurs exprimer plutôt leurs besoins, parfois ils sont confrontés à une longue liste de choses qu'ils peuvent créer, même si bon, ils ont entendu parler quelque part que oui, il faut créer les stories, mais quand ils ouvrent la liste du possible, ils voient les améliorations, les nouvelles fonctionnalités. Et ils n'ont pas besoin de ça. Écrire les tickets dans Jira, ce n'est pas leur métier. Ce qu'ils s'attendent d'outils, c'est qu'ils l'ouvrent et qu'ils expriment leurs besoins. Donc ça, c'est une première écueil. Si vous avez un projet de développement logiciel, un projet, on va dire, pur build, limitez-vous à story, bug et epic. C'est largement suffisant. Après, il est vrai que dans la vraie vie, il peut arriver qu'il y a un petit peu de run dans votre projet build, c'est-à-dire que l'application est déjà en production, mais on continue puisqu'on est en mode agile. Hein, n'est-ce pas Thomas? On peut continuer à développer encore les nouvelles fonctionnalités. Tout à Donc fait. là, oui, pourquoi pas, on peut avoir les types de demandes complémentaires, mais dans ce cas-là, expliquez bien à vos utilisateurs qui créent les tickets quel type de ticket ils doivent créer. Donc, ce qui nous suffirait, donc on va faire un exemple de projet qui serait plus parlant. Donc voilà, ça, c'est la liste de types de demandes qui suffirait et où Story trône, on va dire, c'est elle qui va nous permettre de exprimer nos besoins. Donc, pour éviter les écueils, pour juste récapituler, définissez bien les types de demandes dont vous avez besoin dans votre projet. Comprenez bien en fait de quoi retourne votre projet. Simplifiez au maximum. Et si ce n'est pas possible, expliquez à vos utilisateurs ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent utiliser pour exprimer leurs besoins. Donc en effet, Olga, oui, comme tu disais, hein, si on revient sur le principe numéro 10 du manifeste agile, c'est vrai que la simplicité, même si dans le manifeste agile, on parle plus du produit en soi, hein, et qu'il faut garder à l'esprit la simplicité, donc minimiser le travail inutile, ou en tout cas toute la pollution visuelle, ça vaut également pour les process et pour les outils. Et donc dans le cadre précis que tu nous montres, c'est vrai qu'il est aussi important d'arriver à simplifier au mieux le process et réduire. Évidemment que si on Jira Software, c'est un petit peu comme un couteau suisse au niveau des process, on peut faire tout est possible, mais c'est bien de démarrer voilà, à son échelle et de simplifier au maximum et de ne pas conserver toutes les options multiples qui sont à notre portée si elles ne sont pas nécessaires pour nous. Exactement. Ça concerne également les informations qu'on demande de saisir aux utilisateurs lorsqu'ils créent les stories ou lorsqu'ils travaillent sur la story. Donc, effectivement, on constate dans plusieurs projets, malheureusement,
la profusion des champs lorsqu'on veut créer tout simplement une story. Donc là, c'est un exemple concret. Donc vous voyez qu'il y a, c'est bien l'écran de création. Il y a déjà un onglet test pour tout plein de pays qui n'a pas lieu d'être sur l'écran de création de la demande. Ça prête à confusion. Ça fait dépenser le temps inutilement à l'utilisateur. Donc, si on va dans notre Jira et si on veut créer la story, donc là, je suis dans un projet, je choisis bien ma story, quels champs me sont demandés. Donc, résumé, ok, ça c'est un champ obligatoire, c'est la description courte de notre ticket. Là, composant, en tant qu'utilisateur lambda, je ne sais strictement rien de quel composant il s'agit. Peut-être que je le sais, mais ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Ticket lié, j'en sais rien. Voilà, étiquette, oui, je peux éventuellement regarder quelle étiquette existe, mais tout ça, ça me fait dépenser le temps. Et encore, ici, il n'y a pas de champ obligatoire, sauf le résumé, mais bien souvent, malheureusement, on voit que la moitié de champs sont obligatoires. Les utilisateurs, ne sachant pas quoi mettre dedans comme information, bah, ils choisissent toujours l'option autre et donc ces champs-là perdent leur utilité. Alors que normalement, pour démarrer une story, pour l'instruire au départ, ben, 2 champs suffisent en fait, le résumé, donc le titre de la story, et la description dans laquelle, selon les bonnes pratiques, on écrirait en tant que, je voudrais que, afin de, c'est un exemple classique. Une fois qu'on a créé notre story, évidemment que derrière, l'équipe va avoir besoin d'autres champs, d'autres informations, mais qui vont apparaître au fur et à mesure. Parce que c'est la force de Jira, c'est la capacité de proposer, enfin de demander plutôt les informations au moment propice. Donc là, par exemple, si je suis sur Si je ne me trompe pas, Olga, c'est ce que vous appelez écran, hein, c'est ça dans le jargon? Exactement, il y a il y a les différents écrans dans Jira. Il y a les écrans de création, les écrans de modification, les écrans de transition. Donc, si on a besoin de demander une information complémentaire, effectivement, on peut la demander en temps voulu. Par exemple, je vous donne un exemple dans Ticket. Là, c'est un ticket tout juste instruit, donc on a une description et pas grand-chose d'autre. Hein. Et donc, ce ticket se trouve dans le statut Estimate et quelles sont les possibilités? C'est commencer le développement, Start Dev, et le ticket va passer en cours. Par contre, là, je n'ai pas encore du tout renseigné les informations autour de l'estimation. Je n'ai pas parlé de complexité, je n'ai pas parlé d'épique ou de sprint, donc je n'ai pas saisi les informations d'estimation ou de planification. Donc, qu'est-ce que Jira va faire? Enfin, ce qu'elle peut faire, elle peut me demander de saisir ces informations en temps voulu. Donc, il n'est absolument pas nécessaire de les disposer dans l'écran de création de la demande. Alors, hop. Elle ne veut pas. Donc peut-être avant de passer sur les estimations, oui, voilà, nous faire un petit rappel sur les bonnes pratiques, hein, voilà, les recommandations d'application au niveau des écrans. Donc, exactement. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que Jira permet de séparer donc, les écrans et ne pas demander tout de suite toute l'information dans l'écran de spécification. Donc, demandez à votre administrateur de Jira de réfléchir à ça avec vous et demander l'information au moment voulu. Si vous ne pouvez absolument pas vous passer de certains champs dès la création de la demande, bah, ajoutez les descriptions peut-être pour que les utilisateurs puissent comprendre l'information qu'ils doivent saisir dans ces champs-là. Quoi qu'il en soit, communiquez autour de ces champs, parce que j'ose espérer que lorsqu'on demande de saisir les informations à l'utilisateur, c'est qu'on a besoin de cette information. Donc, expliquez aux utilisateurs pourquoi on a besoin de cette information et pourquoi ce sont eux qui peuvent la donner. Donc, communication, c'est
premier principe de, de, de met en l'agilité, valeur hein. du manifeste, tout à fait. Individu et interaction avant process actif. Exactement. Et bien sûr, si vous possédez d'autres outils Atlassian, comme par exemple Confluence, bah, décidez quel niveau de détail vous avez besoin dans Jira et quel niveau de détail vous avez besoin dans Confluence. Utilisez les outils à bon escient au bon moment. Je crois que justement, Olga, tu m'en avais parlé, un exemple là-dessus. C'était surtout quand vous avez concernant des composants ou autres, et que vous avez des descriptions qui, elles, sont amenées à évoluer, mais qui peuvent concerner plusieurs user stories. L'avantage d'avoir un lien vers la page Confluence fait que si elle est répercutée dans plusieurs user stories, bah, dès que vous modifiez la page Confluence, vous y accédez directement avec la user story. Alors que si vous commentez dans les user stories, ça veut dire qu'il faut retourner sur chaque user story concernée, hein, ou dépendante pour modifier à la main. Donc c'est vrai que l'outil Confluence, de ce point de vue-là, est très avantageux. Exactement, exactement. Il faut toujours attendre à avoir toute l'information utile dans un seul et même endroit et Confluence est les top pour ça. L'autre écueil à constater, c'est la mauvaise utilisation, on va dire, des estimations. Souvent, on entend la phrase, mais ça sert à quoi les story points alors que notre chef de projet nous demande combien de temps, combien de jours le travail va durer. Donc, effectivement, étant donné que Jira permet de créer les champs personnalisés et d'avoir et les story points et la complexité en taille de t-shirt et les champs dans lesquels on peut saisir la valeur pour le client et le champ priorité et l'estimation en jours passés, en heures passées. Donc, il faut se poser la question, en fait, pourquoi on estime les stories et qu'est-ce qu'on cherche à obtenir derrière. Donc, tout d'abord, on va voir donc, quelles sont les possibilités d'estimer dans Jira. Là, sur notre fameuse demande, on a le champ priorité. Sachez que le champ priorité, c'est le champ système, donc il s'affichera toujours sur le ticket. Bah, autant l'utiliser, hein. Souvent, les équipes utilisent ce champ pour prioriser le travail tout simplement en interne, on va dire. Mais on peut tout aussi bien utiliser ce champ pour connaître la priorité métier. Donc, voilà, c'est un champ qui peut être utilisé et qui est de toute façon affiché tout le temps. On a le champ système Story Point. Ce champ, vraiment, il peut être bien utile, notamment pour sortir les rapports après, tout au long de notre travail sur le projet. Je vous montrerai ça. C'est un champ numérique, hein. C'est un champ qui ne vous restreint pas non plus à la suite Fibonacci, mais il est bien sûr fortement recommandé utiliser plutôt ça. Mais sinon, c'est un champ numérique, ce qu'il y a de plus simple. Et bien sûr, on peut avoir aussi les estimations en jours et les estimations en heures. Bon, très vite, on s'aperçoit que si vraiment on est dans l'agilité, bah, on utilise plutôt les story points et que les estimations, le suivi temporel, de toute façon, souvent on a tendance à vouloir utiliser ces champs pour gérer les contrats avec nos prestataires et savoir exactement combien de temps ils ont travaillé sur la demande. Ça ne marche pas, hein, je vous dis tout de suite, parce que par mois, etc., qui se baserait sur ce champ-là dans Jira. Il y a d'autres outils. Demandez-nous, on vous en parlerait dans notre webinaire. Donc, on va plutôt privilégier quand même les story points et par exemple le champ priorité pour gérer notre valeur business et gérer la complexité. Donc, il faut se souvenir, il faut savoir pourquoi on estime. Donc, si on estime un story point, de point de vue purement Jira, hein, mais aussi de point de vue méthode, c'est pour avoir les rapports pour savoir qu'est-ce qu'il a été fait, qu'est-ce qu'on est en train de faire
combien il nous en reste encore par rapport à ce qu'on avait planifié au départ. Exact. Et je vais vous montrer les rapports quand on parlera des sprints, des épiques et des versions. Alors, donc au niveau de backlog, comment ça se présente aussi, parce que là, on était au niveau du ticket, détail de ticket. Lorsqu'on est dans notre backlog, on a nos estimations qui apparaissent ici. Et donc, Jira, il fait la somme, bien sûr. Il nous montre combien de points de complexité il nous reste encore de commencer, enfin, combien de points de complexité on a déjà réalisé en vert et ce qu'on est en train de faire, donc nos stories estimées qui sont en cours. Et ce sont ces informations-là qui vont être utilisées après dans les rapports. Attention, si vous n'êtes pas tout de suite à l'aise avec les story points et avec cette estimation, avec la suite de Fibonacci, vous pouvez demander à Jira tout simplement compter le nombre de votre story. Mais il faut lui faire savoir ça, c'est-à-dire que au lieu de se dire non, je n'ai pas envie de m'embêter avec les story points et je ne fais plus rien, ben, je n'aurai pas de rapport. Il y a une manipulation très simple à faire pour juste demander à Jira de compter le nombre story. Vous allez dans les 3 petits points dans paramétrer mon tableau. Et ici, vous avez une rubrique estimation et vous pouvez choisir soit n'importe quel autre champ numérique La liste qui est vous longue, hein. convient. La liste est longue, ça dépend du nombre de champs que vous avez à implémenter dans votre Jira. Par défaut, il n'y a pas grand-chose, hein. C'est après tous les champs personnalisés numériques concrets qui vont s'afficher ici. Et donc, vous pouvez demander à Jira tout simplement compter le nombre de tickets. Donc là, voilà, j'ai changé mon estimation. Je vais retourner au tableau. Je vais voir qu'il n'y a plus mes story points ici sur les demandes et que tout simplement, Jira compte le nombre de demandes. Et il me dit qu'il y a 4 demandes en tout sur ce sprint. 2 ont été déjà faites, une en cours et une reste encore à démarrer. Alors, Donc, si je me permets juste voilà, de préciser hein, parce que c'est quelque chose d'important, en fait, l'estimation relative. Alors, il y a deux estimations relatives dont on parle ici hein, dans l'agilité, sachant que le but, in fine, c'est de maximiser la valeur pour l'utilisateur tout en minimisant l'effort pour l'équipe de développement. Donc, on maximise la valeur en faisant une estimation relative de la valeur client. Donc, ça, c'est un champ qu'on pourrait inclure dans les tickets. Et de l'autre part, c'est l'estimation relative de l'effort, comme tu parlais, en story point. Pourquoi on utilise le story point avec le t-shirt sizing ou la suite de Fibonacci? C'est on sait que les estimations relatives, c'est le propre de ce qu'on appelle maintenant la gestion de produits qui permet le pilotage par la valeur. Donc c'est ce qui nous intéresse, à l'inverse de la gestion de projet qu'on faisait au préalable, qui permet le pilotage par le plan. Et donc, c'est sûr que dans ces conditions-là, on connaît le dilemme éternel entre la direction et les équipes d'exécution, où on demande des estimations en jour homme ou en heure homme, pour pouvoir estimer, voilà, comme tu disais, au niveau du budget, est-ce qu'on est dans les clous ou pas, est-ce qu'on respecte le Iron Triangle ou le triangle de fer avec le périmètre, la date et justement le coût que ça va représenter. Donc voilà, c'est un point d'attention sur on utilise le terme no estimate quand on n'utilise pas les story points et qu'on se base sur les user stories. Un point d'attention ici où vous pouvez faire ça à condition que vous découpiez déjà en fait les user stories à la bonne taille. C'est-à-dire que si vous aviez des user stories en story point de 2-3 ensuite de Fibonacci au lieu de 8, dans ce cas-là, vous savez comment les découper et vous pouvez vous baser sur le nombre d'US. Mais l'exemple qu'elle a montré Olga juste avant, au niveau des US, vous pouvez avoir une US petite et une US très grosse, très lourde en effort. Et si vous vous basez sur le nombre d'US, ben finalement, ça fait que 2 US et vous avez l'impression qu'elles ont la même valeur. Donc voilà, c'est juste un point d'attention que je voulais souligner ici. Super, merci beaucoup Thomas. Donc, juste pour récapituler sur les estimations, donc il faut tout d'abord comprendre le but de l'estimation. Donc, si on
Si on veut compter quelque chose, si on veut que Jira compte quelque chose, il faudrait quand même utiliser les champs numériques, hein, parce que taille de t-shirt, c'est très bien. Après, c'est plus, ça reviendra plus à management presque visuel, hein, quand on voit que ça, c'est les stories, hein, très petites et celles-ci sont grosses. Si on veut les rapports, il faut utiliser soit les champs numériques, soit le nombre de stories. Il faut être rigoureux dans les estimations. Rigoureux, je ne veux pas dire si est-ce que celle-ci va être plutôt 2 ou plutôt 3. C'est pas ça, hein. Bien sûr qu'on peut se tromper un petit peu, mais faut mieux être juste en général que se tromper dans le détail. Être rigoureux, ce que je veux dire par là, c'est que si on a décidé de travailler avec les estimations en storyboard, bah, il faut s'attacher à estimer les stories. Si on voit que ben non, ça prend pas, ça ne marche pas, bah alors on abandonne une fois pour toutes, au moins temporairement, et on compte le nombre de stories. L'essentiel, c'est que bah, l'équipe comprenne pourquoi on fait tel ou tel choix et comment on travaille avec ça au niveau de l'outil. Donc, tout est dans la communication et dans la compréhension du sens. Voilà. Donc, ne pas oublier paramétrer notre board Scrum en conséquence, c'est-à-dire que si on compte les stories, il faut le dire à Jira. Voilà, ou si on utilise les story points, il faut le dire à Jira également. Voilà. Voilà en ce qui concerne les stories. Maintenant, on va remonter un tout petit peu plus. Plus haut en effet sur les fameuses épiques. Donc épique ou plutôt donc épique en agile ou épopée. On peut définir ça un peu comme un vaste corpus de tâches ou de user stories, hein, qui peuvent être subdivisées en tâches spécifiques, et les fameuses tâches spécifiques, donc je viens de dire, qui seront les user stories. L'idée, c'est que ces tâches soient basées sur les besoins et demandes de clients ou d'utilisateurs finaux pour pouvoir correspondre à une attente spécifique, mais qui représente un niveau supérieur à la user story. Ça veut dire qu'une épique ne sera pas forcément réalisable dans le temps imparti d'une itération. Donc c'est ça, ça peut prendre plusieurs itérations et ça peut être compris dans une version, voire plusieurs versions, mais c'est ça qui est important, et toutes les user stories sont rattachées à l'épique pour créer justement cette organisation. C'est ça qui est important à comprendre. Ok, donc c'est exactement la même chose au niveau de Jira. Epic, c'est l'ensemble de stories. Donc, quels sont les écueils qu'on constate? Souvent, on note la confusion de l'Epic avec autre chose, par exemple les components. Par exemple, on peut me dire, est-ce qu'on peut utiliser l'Epic pour catégoriser les demandes de front-end ou de back-end ou de database? Euh, on peut techniquement, mais ça n'a pas de sens en fait. Epic, c'est vraiment une macro-fonctionnalité qui a de la valeur pour le client. Donc, toujours, les autres écueils sont liés à la complexification de la chose. Donc souvent, on voit les épiques avec les formulaires bien trop complexes, alors que normalement, les utilisateurs, en plus, ils ne devraient même pas être amenés à créer les épiques, ou bien si, mais après, il y a le découpage en user story. Donc, il faut rendre ce process-là bah, le plus léger possible, le plus léger, le plus facile possible, le plus simple possible. Donc, troisième écueil, c'est les épiques orphelines, c'est-à-dire bon, les épiques plutôt sans enfants, hein, qui ne contiennent pas de story. Bon, je vous dis tout de suite que dans Jira, ça ne sert strictement à rien d'avoir les épiques sans les stories. Bon, évidemment, quand vous venez de les créer, il n'y aura pas de story tout de suite, mais si vous voulez sortir les rapports, si vous voulez planifier vos épiques, etc., bah, il faut mettre les stories dessus. Je vais vous montrer tout ça. Donc, déjà, pour la création des épiques, on disait, donc, si on veut créer les épiques, qu'est-ce qui est important? Ben, en vrai, il n'y a qu'un seul champ qui est important pour l'épique. Bon, même si résumé, ça reste un champ obligatoire, donc vous êtes obligé de le remplir. C'est un titre de l'épique, comme c'est un titre de n'importe quel autre ticket Jira, y compris les stories. Mais ce qui est important, c'est Epic Name. Alors, Epic Name, ça sera va être utilisé pour voir dans la story à quel Epic il est attaché.
Donc, ça doit être quelque chose d'assez court, d'assez concis, mais qui parle en même temps. C'est-à-dire qu'on ne doit pas mettre dans Epic Name Epic numéro 1. Ça n'a pas de sens du tout. On n'a pas besoin d'autres champs pour instruire l'EPIC. De même, au niveau de workflow, ne cherchez même pas à complexifier la chose. Pour l'EPIC, c'est ouvert, un cours terminé et point. Alors, si on regarde au niveau de notre backlog, comment se présente l'EPIC. Donc, lorsqu'on est dans le backlog, on voit ici sur le côté le lien vers les versions ou vers les EPIC. Donc, si on clique dessus, on voit tous les EPIC qu'on a créés sur le projet. Donc là, sur mon petit projet de démo, j'en ai que 3, compte, boutique et UX. Et je vois le nombre de stories qui sont positionnées sur cet EPIC. Et au niveau de management, enfin, je vois la petite jauge d'avancement également. Et au niveau de mon backlog, dans management visuel, hein, je vois d'un coup d'œil à quel EPIC sont attachés quelles stories. Okay. Je peux également filtrer, hein, si je veux afficher uniquement les stories qui sont liées à un Epic boutique, bah, je clique dessus, comme ça me filtre dans le backlog. Bon, ici, la valeur ajoutée ne se voit pas peut-être immédiatement, mais lorsque vous avez le backlog de, je sais pas, de 150 stories, ça peut être très pratique de filtrer. Alors, donc, une fois qu'on a positionné nos stories sur nos EPIC, et lorsqu'on travaille au quotidien sur nos stories, on démarre les sprints, on termine les sprints, Jira nous offre les rapports presque malgré nous. Hein, il nous suffit juste de saisir, donc estimer nos stories en story point ou tout simplement les compter. Et on peut sortir les rapports d'EPIC de façon très facile. Donc là, je vais vous montrer deux choses. Donc la première chose, c'est rapport d'EPIC. C'est en train de charger, hein, c'est Jira Cloud et puis ça dépend un petit peu de la vitesse de ma connexion. Ça va, c'est assez Alors, rapide quand même. ça va, ouais. Donc, qu'est-ce qu'on obtient dans notre rapport d'EPIC? Donc, oui, un premier coup d'œil, c'est quelque chose d'assez, pas facilement Il fait un peu peur. appréhendé, hein, mais une fois qu'on a pris une petite minute pour comprendre le rapport, il nous est très parlant. Donc, en plus, il y a la légende, hein, toujours dans Jira. Donc, on voit en gris clair, comme ça, la totalité de ce qu'on doit faire pour terminer notre épique. Donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'on a une vingtaine, enfin un petit peu plus, 21 points de complexité, donc 21 story points qui est sur les user stories qui sont attachés à notre épique. On a en tout 4 tickets, donc ça c'est la ligne bleue foncée comme ça qui nous donne le nombre de tickets. On voit l'évolution aussi à travers le temps. Hein. Donc, on voyait que d'abord, il y avait un seul ticket qui était positionné sur cette épique. Ensuite, on est remonté à 2 et maintenant, on est à 4. On voit à quel moment exactement on a rajouté quelle story dans quelle épique parce qu'on a la légende. OK. On a, donc ça c'est la ligne bleu foncé. On a en plage bleu clair comme ça les stories terminées. Donc on voit le nombre de points de complexité ou le nombre de stories terminées. On voit en ligne rouge les epics les user stories qui sont positionnés sur l'epic mais qui ne sont pas encore estimés. Ça aussi, c'est une courbe qui change. Hein. Elle était d'abord jusqu'à là, donc on avait 2 stories qui n'étaient pas estimées, et puis elle est redescendue. Donc on voit quelle était la modification. Donc là, typiquement, on a ajouté le ticket à l'EPIC et on l'a estimé. Hein. À chaque fois, on a les informations assez parlantes. Bon, après,
l'œil commence à avoir l'habitude de voir très rapidement quelle est l'évolution. Mais au début, vous avez les légendes qui sont très bien faites. On voit qu'on a 4 tickets sur cette épique, on a 2 qui sont terminés, on a un qui n'est pas estimé. Si on a besoin d'informations par story point, on l'a aussi. Et en plus, on a le détail de tickets en bas, quels sont les tickets terminés, quels sont les tickets en cours et quels sont les tickets en cours qui ne sont pas encore estimés. Okay, donc ça, c'est quelque chose Du qui peut coup, être très… par rapport donc quelles seraient les recommandations voilà, de bonnes pratiques par rapport aux épiques? Les recommandations et les bonnes pratiques, c'est tout simplement jamais complexifier la chose, hein, donc rester au plus simple possible, noter juste Epic Name et donc ne pas oublier que Epic c'est un ticket Jira hein, par sa forme, hein, donc voilà, on a simplifié tout l'usage, le workflow, les écrans. Et par son contenu, c'est l'ensemble des stories. Donc, se souvenir de ça, si on veut les rapports sur les épiques, il faut bien instruire les stories. Très bien. Donc, rappel ici qui est important, hein, mais peut-être que certains depuis le début se disent qu'ils n'apprennent pas grand-chose et que voilà, ils pratiquent déjà tous ces concepts-là. C'est vrai qu'on donne l'impression, je dirais pas de partir des débutants, mais plutôt partir des fondamentaux hein, de l'usage entre les termes et l'outillage. Mais voilà, on le répète, faire compliqué, ça tout le monde peut le faire, mais faire simple, c'est vraiment le plus difficile. Donc, gardez toujours à l'esprit le besoin de simplicité pour maximiser votre efficacité derrière, que ce soit dans le développement du produit, dans l'utilisation des termes ou des outils et des process. Exactement. Très bien. Donc on a terminé la première partie et on va passer donc à la deuxième partie qui est plus sur les contenants. Avec justement en premier lieu, on va parler du sprint. Donc le sprint, c'est une itération de développement de la méthode Scrum. Vous verrez que tous les autres termes qu'on a abordés jusqu'à présent ne sont pas inscrits directement dans les méthodes. Alors méthode ou framework, il y a encore des débats là-dessus, mais le framework Scrum, le sprint, en fait, c'est vraiment la définition propre Scrum de l'itération. L'itération, c'est ce qu'on retrouve justement dans le manifeste agile. Qui doit durer entre 1 et 4 semaines. Bien évidemment, le plus court sera le mieux parce que ça permettra de faire une boucle de feedback et de retour plus rapide qui soit. Donc, elle se constitue d'éléments ou items que sont bien évidemment les extraits du product backlog. Et je tiens à préciser quelque chose ici, quand on parle des items du product backlog, en tant que product owner, d'un point de vue fonctionnel, on pense directement aux user story. Par contre, dans le product backlog, et c'est pour ça que c'est un travail d'équipe, il y a aussi des spikes, donc qui sont on va dire des user stories ou des stories techniques. Il peut y avoir des bugs, il peut y avoir des demandes d'amélioration, il peut y avoir des proof of concept. Tout ça rentre directement dans le product backlog. Donc, quand on dit que le PO est responsable de la priorisation du product backlog, certes, c'est au niveau des user stories et des fonctionnalités, mais en collaboration avec le reste de l'équipe pour voir qu'est-ce qui est nécessaire pour garantir ces user stories. Très bien, merci Thomas. Donc, en ce qui concerne Jira, quels sont les écueils? Comme toujours, la confusion de sprint avec autre chose. Souvent, on les confond avec les lots fonctionnels. Donc, on dit notre projet, on le sépare en 10 lots, donc il va durer 10 sprints. Non, non pas du tout. Sprint, c'est purement la notion temporelle. Donc, c'est un laps de temps pour lequel on planifie ce qu'on va faire, pendant lequel on travaille, et puis à la fin, on regarde qu'est-ce qu'on a pu terminer. Et si on n'a pas pu terminer les choses, alors pourquoi? Est-ce que parce qu'on charge trop nos sprints? Est-ce qu'il y avait les vacances? Est-ce qu'il n'y a pas de fluidité entre l'équipe de dev et l'équipe de test? Donc, c'est juste un concept qui permet de planifier le travail. Et s'améliorer là-dessus, bien sûr. Donc, deuxième écueil, c'est les sprints à durée variable. Ça peut arriver, voilà, on n'est pas dans le monde idéal. Maintenant, si on veut vraiment analyser comment on travaille, est-ce qu'on est efficient, est-ce qu'on est véloce, est-ce que tout se passe bien ou pas? Donc, il faut pas, enfin, franchement, changer la durée de sprint, c'est un petit peu mentir à soi-même, hein. On peut ralentir, enfin, on peut doubler notre sprint et dire à la fin, cette fois-ci, on a tout pu faire, sauf que non, on a mis 2 fois plus de temps. Donc, voilà.
Je rajoute une précision hein, là-dessus, que en effet, quand vous êtes une équipe individuelle, que vous commencez avec une équipe Scrum, si le besoin s'en fait ressentir et s'il y a un consensus au niveau de l'équipe pendant le sprint ou pendant la rétrospective en disant on veut passer de 2 semaines de sprint à 3 semaines de sprint ou 4 semaines de sprint, ça c'est possible. Après, le souci, c'est que dès qu'on démarre on commence à passer à l'échelle et qu'on a plusieurs équipes en soi, pour garantir justement cette homogénéisation, on recommande bien évidemment à l'échelle de garder cette synchronisation pour faciliter la coordination, pour aligner les équipes, donc sur une durée fixe. Donc, ça serait beaucoup plus compliqué de modifier la durée de sprint une fois qu'il y a plusieurs équipes dans l'organisation, de par les dépendances, comme je disais, ou surtout pour garantir cette cohésion-là. Donc, gardez ça à l'esprit si jamais vous souhaitez modifier la durée de votre sprint. Ouais. Et troisième écueil, c'est les sprints non préparés, avec notamment l'ajout des stories en cours de sprint ou des scoping. Tout ça, ça prête quand même à confusion au niveau des rapports. Encore une fois, ça peut arriver. Jira, étant l'outil souple, n'interdit rien du tout. Il faut juste avoir conscience de ces choses-là. Donc, si on va dans notre Scrum Board, donc déjà, on voit au niveau de Scrum Board les deux onglets. Hein. Donc, c'est notre backlog. Et une fois qu'on a démarré le sprint, on a le sprint, l'onglet avec le sprint actif, avec les colonnes qu'on souhaite. On peut bien évidemment préparer les sprints en avance. Donc, au-dessus de backlog, on a bien le bouton créer un sprint. Jira permet d'avoir les sprints en parallèle. Nous conseillons toujours quand même au niveau d'un seul Scrum Board d'avoir un seul sprint actif parce que surtout si jamais il y a les petits problèmes de communication entre les équipes, etc., si c'est pas suffisamment fluide, ne faites même pas ça parce qu'il y aura toujours du bruit, toujours enfin, on ne comprend pas pourquoi cette demande-là elle a avancé alors qu'elle ne devrait pas. Ben, voilà, souvent ça mène à ça. Ayez un seul sprint actif autant que possible au niveau de votre Scrum Board. Donc, tout se passe de façon le plus simple possible. Quand on démarre le sprint, Jira nous demande quelle sera la durée souhaitée. Ensuite, pendant le sprint, ben, on fait tout simplement avancer nos tickets d'un statut à l'autre. Attention, un détail important, Jira considère que au niveau de board, hein, au niveau de rapport de sprint après, Jira considère que votre ticket est terminé lorsqu'il se retrouve dans la dernière colonne de votre tableau. Souvent, on voit que, parce que vous savez que le ticket dans Jira est fini, résolu, lorsque le champ de résolution est rempli. Mais ce n'est pas forcément le cas de votre board. Hein. Si, si on parle des rapports qui sont générés au niveau d'un Scrum Board, Jira va considérer le ticket terminé lorsqu'il est dans la dernière colonne de votre board et non pas forcément que votre champ résolution est rempli. Okay. Donc, une fois qu'on a terminé notre sprint, on a, ou même le sprint en cours, hein, une fois qu'on travaille avec toujours l'estimation de nos stories, Jira nous sort les rapports tout seul. Donc, les deux qui me paraissent bien importants, c'est le rapport de sprint qui comprend le burn down chart, donc en fonction de ce qui a été estimé et ce qui a été effectivement travaillé. Donc là, on voit par exemple, une burn chart presque idéale, on a bien suivi le rythme, on était bien, même en avance par rapport à ce qui a été planifié. Donc, ce qui a été planifié, c'est la ligne grise. Ce qui a été réalisé, c'est la courbe rouge. Et comme toujours dans Jira, on a un détail de ce qui s'est passé durant le sprint. Je vous montre très rapidement notre rapport. Je profite de l'occasion. Hein. Je vois le terme terminé en bas. Petit rappel important, quand on parle de terminer pour une tâche, ça veut dire qu'elle a été développée, donc passée par les développeurs, qu'elle a été testée et qu'elle a été validée par le product owner. Donc pour rappel, le processus global, c'est ça. Et donc c'est vraiment important de remplir la totalité de ces champs et de ces critères pour considérer que c'est terminé. Parce que je vois beaucoup d'entreprises où on dit les développeurs ont fait leur boulot,
Donc à la fin du sprint, ils disent ah non mais pour moi c'est bon, c'est plus dans mon panier. Sauf que le product owner, parce qu'il était surchargé ou autre, n'a pas eu le temps de revoir et de valider les tickets, ce qui veut dire que pendant la sprint review, donc la démonstration, logiquement il n'y a rien à montrer parce que rien n'a été validé par le PO. Point d'attention. Et après Exactement. on pourra passer à la Surtout suite. que, d'autant plus que dans Jira, rien ne vous empêche le faire. Encore une fois, si vous avez paramétré votre tableau, par exemple, si vous avez si vous, parce que ça existe hein, dans la vraie vie, que on split en fait une story en plusieurs sprints. Il y a le sprint de spécification, et ensuite il y a le sprint de développement, et ensuite il y a le sprint de test. Là, tout simplement, terminé, ce seront tout bêtement, hein, les tickets qui se sont retrouvés dans la dernière colonne de votre tableau. Voilà. Mais il est important, comme tu dis, Thomas, de savoir que normalement, ce qu'on considère comme terminé, c'est ce qui est en production, ce qui est validé en tout cas. Donc voilà, c'est pour ça qu'on dit avec Jira, on peut tout faire. On peut faire les belles choses et les mauvaises choses. C'est un outil comme un autre. Le tout, et c'est ce qu'on aime faire hein, chez SmartView, c'est se poser la question pourquoi on fait ça en fait. Voilà. Et quelles en sont les conséquences. Donc voilà, là c'est le premier rapport. Et puis, ça nous permet aussi de voir les graphiques. Oui, pardon, mille pardons. Je voulais pas vous montrer que cette courbe idéale, mais la courbe qui arrive plus souvent. Là, on est en train de travailler et paf, il y a la courbe qui repart vers le haut. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a rajouté d'autres stories sur le sprint. Bon, encore heureux, là, on a bien avancé quand même. Hein. On a voilà, notre courbe qui va vers le bas, mais là, on rajoute du périmètre. Donc, Jira note tout ça. Hein, et les tickets qui ont été rajoutés, ils apparaîtront avec un petit astérix près de sa clé de demande. Donc, Jira nous donne les informations. Elle nous dit juste ce qu'elle constate. Après, c'est à nous de dire, mais pourquoi est-ce que ça a été rajouté? Est-ce que c'est plus urgent? Ou est-ce que c'est la pratique commune? Dans quel cas, peut-être il faut qu'on laisse plus de marge durant nos sprints et qu'on ne les charge pas trop parce qu'on sait qu'il y a quand même une partie d'imprévu qui est importante. Donc, les rapports vous donnent juste les indications. Après, bien sûr, à vous de les interpréter. Du coup, Euh, au niveau des recommandations, oui, par rapport oui, juste aux une applications. petite minute. Il y a aussi les graphiques D'accord. de vélocité qui permettent de voir ce qui a été planifié et ce qui a été réalisé. Hein. Effectivement, on peut parler de on adore notre métier, alors on peut en parler sans cesse, mais c'est heureusement que Thomas, tu es là, il y a un bon agiliste du Timebox autant que faire se peut. Alors, les recommandations, maintenir les durées de sprint fixes pour pouvoir profiter des rapports et bien sûr préparer vos sprints. Sachez en avance quel sera le scope, même si bon, l'imprévu peut arriver, mais autant que faire se peut, préparer. Hein, c'est le principe. Et donc notre dernière notion agile, qui est la version, hein, on aurait pu mettre release parce que c'est vrai que dans le titre on avait utilisé tous les termes anglophones, mais on a mis version, donc version release, c'est ce qu'on retrouve le plus fréquemment. Donc c'est vraiment une nouvelle version du produit. Quand on parle de release et de version, c'est pas juste un déploiement, hein, comme ça se fait fréquemment, ou si vous avez mis en place un déploiement continu. Là, on est vraiment sur une décision plutôt business et marketing, commerce, en disant, ben voilà, c'est une nouvelle version, il y a suffisamment de mises à jour et de nouvelles fonctionnalités qui permettent de définir cette version. C'est ce qu'on retrouve généralement sur les App Store hein, pour les applications, où on voit nouvelle version de délivrée, V1.2 ou V2.3, etc. Donc ça peut être le fruit de un ou plusieurs sprints. Ça, c'est quelque chose d'important. Exactement. Donc, les exemples, mauvais exemples qu'on constate dans Jira, c'est encore une fois confusion de version avec autre chose. Par exemple, avec les sprints, voilà, on veut sortir une version par un sprint. Non, non, ça n'a rien à voir. Sprint, encore une fois, c'est la notion purement temporelle. Version, c'est la photo de votre produit à l'instant T. Voilà, c'est aussi simple que ça. Deuxième écueil, c'est de méconnaissance des champs, en fait, du type
versions. Je vais vous les montrer rapidement. Troisième, c'est les versions, mauvais travail avec les versions, c'est-à-dire que on ne les publie pas, on ne les planifie pas, on les utilise juste pour catégoriser les demandes. Après, ça n'empêche rien non plus, enfin, ça ne casse rien, mais ça empêche de profiter en fait de cette fonctionnalité qui est le release management dans Jira. Donc, pour vous montrer assez rapidement quels sont ces champs versions. Donc, déjà, il faut savoir qu'il y a les champs du type version picker dans Jira. Et donc, ces champs-là, il y a deux champs système comme ça. Donc, on les utilise la plupart du temps sur les bugs. Excusez-moi, je change juste le projet. C'était pas la bonne. Hop. On les utilise souvent pour les bugs. Donc, ces deux champs-là sont version corrigée et versions affectées. Donc, dans quelle version on a constaté le bug et dans quelle version on va la corriger. Ce n'est pas une liste déroulante toute simple que l'administrateur de Jira remplit. Les versions sont créées au niveau de projet. Dans 30 secondes, je vous montre où c'est. Et c'est pour ça que le champ s'appelle version picker. Il va chercher dans votre projet quelles sont les versions. Il va vous les proposer. Et regardez l'intelligence de Jira. Donc, lorsqu'on est dans les versions affectées, il va d'abord nous proposer les versions qui ont été livrées dans la liste. Donc, ceux qui n'ont pas encore été publiés, il peut arriver qu'on a constaté déjà un bug lors des tests, mais il va nous donner d'abord les versions livrées, alors que dans les versions corrigées, donc celles sur lesquelles on est en train de travailler, il va nous proposer d'abord les versions non publiées, parce que c'est sur ces versions qu'on travaille. Okay. On peut utiliser le champ du type version picker sur les stories aussi, mais ça ne sera plus version corrigée, version affectée, mais ce sera plus quelque chose comme version de publication, donc dans quelle version on prévoit sortir cette fonctionnalité. Donc, je vous dis que c'est uniquement les versions qui existent sur le projet qui nous sont proposées dans ces champs-là. Donc, effectivement, ici, dans le menu de gauche, on a ce qu'on appelle le Release Hub. Donc, on a nos versions qui peuvent être créées uniquement par administrateur projet. Par contre, ça, c'est important de savoir. Souvent, les utilisateurs disent « Ah, j'ai pas le droit de créer les versions ». Oui, dans Jira, il n'y a que les administrateurs projets qui peuvent créer les versions. En créant la version, on lui donne un nom, on donne les dates de début du travail sur la version. Ça, c'est important si vous projetez de travailler sur la version à partir du mois de février. Ne donnez pas le date de début aujourd'hui parce que dans les rapports, après, ça sera un petit peu faussé. On verra que pendant 2 mois, on n'a pas travaillé sur la version. Et la date de livraison de la version, donc la date à laquelle vous planifiez de la publier. Et à l'intérieur, quand on accède à la version, on voit en fait quelles étaient les stories qui étaient positionnées sur la version. Est-ce que ces stories ont été terminées? Est-ce qu'elles sont en cours? Etc. Et comme toujours dans Jira, une fois qu'on a positionné nos demandes sur les versions et qu'on les termine et qu'on termine les demandes bien comme il faut, Jira nous donne bien évidemment les rapports de version, comme par exemple ici. Il y en a 2 types, donc il y a rapport de version qui, une fois qu'on a compris les principes des couleurs et des courbes de Jira, tous les rapports se lisent de la même façon. Excusez-moi, ce n'était pas le bon. Hop. Voilà, ça vient nos livraisons. Hop. Donc, il y a donc 2 types de rapports pour les versions. Un qui rappelle le rapport de… On fait une dernière démonstration et après on regardera. Oui. Donc là, par exemple, si on prend la version 2, on a le même principe. Ce qui est en gris clair, c'est le travail qui doit être fait. Ce qui est en bleu clair, comme ça, c'est le travail qui est fait en comptant les story points et en comptant le pourcentage. Là, on a une courbe prévisionnelle qui nous permet de dire avec, dans la version optimiste, en fonction de ce qui a été déjà livré, quelle serait la date de livraison de la version possible et en version pessimiste, quelle sera la date de livraison possible et comme d'habitude avec le détail.
Bon, voilà, c'est le temps est parti trop vite. Je parlerai encore de notre Jira et de méthode agile, évidemment, avec plaisir. Hop. Donc, comme toujours avec Jira, positionnez vos tickets sur les versions, soyez rigoureux, sachez et expliquez aux utilisateurs comment on utilise les champs du type version et profitez des rapports. Donc oui, sur la conclusion, en fait, un point important, hein, c'est, je vous rappelle brièvement le parcours agile, hein, qui vise à passer de l'adoption de l'agile par la pratique, le fameux terme faire de l'agile, comme on dit, à ce qu'on appelle la transformation agile par la culture et donc l'état d'esprit des individus et de l'organisation, le fameux être agile. Donc toujours se poser la question du pourquoi, hein, comme l'a déjà mentionné Olga. Pourquoi le sprint planning, pourquoi le sprint review, pourquoi on utilise des user stories, pourquoi on utilise des épiques, le sprint ou les releases. C'est vraiment comprendre derrière ce terme et cette notion, qu'est-ce que ça signifie. Ne pas dire je fais des épiques pour faire des épiques, etc. Donc voilà, il faut vraiment considérer ça comme un tout. En fait, on dit que Scrum is immutable, c'est écrit à la fin du Scrum Guide, ça veut dire qu'il est immuable, ça veut dire que en fait on ne peut pas le dissocier. Donc il faut garder toutes les étapes qui sont recommandées dans Scrum pour s'assurer le bon fonctionnement. Donc intégrer une partie de Scrum, on ne peut pas dire que c'est faire du Scrum, d'où le terme de Scrum Bot, donc Scrum mais c'est pas tout à fait. Au même titre que l'agilité et le manifeste, si on fait qu'une partie des valeurs ou des principes, on applique une partie, on appellera ça du fake agile ou du dark agile, qui malheureusement nous accompagne. Ça peut engendrer de forts dysfonctionnements. Oui, et ben Jira, c'est un petit peu l'inverse. On peut faire tellement de choses. On peut faire une partie ou tout, mais c'est pas parce qu'on peut créer un 1000 champs personnalisés qu'on doit le faire, hein. On doit juste se poser les questions pourquoi on veut le faire, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Et donc, dans aucun cas, c'est Jira qui nous dicte quoi faire. C'est pas parce qu'il y a les épiques qu'on doit utiliser les épiques. Si on a besoin d'utiliser les épiques, oui, Jira nous donne cette possibilité. Donc, c'est un super outil. Par contre, c'est comme, on aime bien chez Smartview cette métaphore musicale. On peut avoir le violon le plus magnifique possible. Si on peut même avoir la bonne technique hein, dans les doigts, donc on peut avoir même la méthode. Mais sauf que si on ne sait pas du tout ce qu'on veut apporter, la mélodie qu'on va jouer, ni violon, ni notre technique n'en sert strictement à rien tant qu'on ne sait pas quelle chanson on veut faire Tout à entendre. fait. Et donc, comme au début de ce webinaire, je vous disais, pour aller plus loin, voilà, il y a des possibilités. La première, c'est de former donc déjà l'ensemble des équipes pour leur faire monter le niveau et homogénéiser donc les connaissances sur l'agilité. La deuxième option, c'est de faire de l'accompagnement hein, pour l'optimisation, donc ce qu'on propose chez SmartView, de l'optimisation et de la configuration des outils tels que Jira et d'autres outils, où on n'a pas trop parlé, mais c'était au niveau de la valeur. Quand je disais est-ce qu'on peut suivre la valeur, parce qu'on parlait de l'effort en story point, est-ce qu'on peut suivre la valeur? Et donc en effet, il y a des outils tels que Power BI qui permettent de faire des rapports personnalisés où on peut croiser les deux et faire la courbe de valeur qu'on apporte aux utilisateurs et l'effort que ça nous a représenté. Je le rappelle, maximiser la valeur en minimisant l'effort, c'est vraiment l'objectif de toute entreprise et voilà, de l'agilité. Donc pareil pour Power BI, on peut faire des accompagnements.